Bonjour à tous. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour cette session. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Elsa Schley, je suis la cofondatrice d'Open Climat. En quelques mots, Open Climat c'est une plateforme de transparence qui permet aux entreprises en un seul endroit de communiquer avec tout leur écosystème sur leurs actions, leurs avancées, leurs zones de progrès. Et ça de façon simple, de façon accessible et de façon efficace. Aujourd'hui, quand je suis une entreprise, tout mon écosystème me demande des comptes sur mes actions, donc que ce soit mes talents, mes consommateurs, mes clients. Et l'objectif de cette table ronde aujourd'hui, c'est de comprendre comment la transparence peut déjà vous permettre de répondre à ces attentes, mais aussi comment elle ouvre la voie au dialogue et à la collaboration avec tout votre écosystème. Et aujourd'hui, pour aborder cette thématique, on va le faire sous l'angle de la relation distributeur-industriel. Et donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table ceux qui sont au cœur de l'action, qui sont au cœur de cette relation et qui en parleront sans doute mieux que moi. Donc, je nomme Élodie Bernadi, directrice RSE L'Oréal France, Élodie Parr, directrice RSE du groupe Bell, et Mathieu Richet, directeur de l'engagement et RSE groupe Casino. Merci à tous les trois d'être là aujourd'hui. On va commencer à attaquer dans le vif du sujet par Élodie Bernadi, L'Oréal. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que ça signifie pour un groupe comme L'Oréal de se décarboner? Quels sont vos enjeux et vos challenges? Alors effectivement, nous, donc sur le sujet de la décarbonation, parce qu'évidemment en matière de transfo durable, on agit aussi sur bien d'autres sujets, dont la biodiversité, dont l'eau, dont les ressources notamment, mais sur ce qui concerne la décarbonation, nous, effectivement, grâce à SBTi, dont nous avons rejoint l'initiative depuis 2017, on arrive réellement à quantifier, à voir où sont nos impacts et quels sont les grands leviers de décarbonation. Alors, dans l'ordre, bien entendu, il y a évidemment comment on travaille à une meilleure éco-conception de nos produits pour réduire leur impact, d'un point de vue formulatoire, mais bien entendu d'un point de vue packaging. Et ensuite, effectivement, dans ce qui est plus du périmètre d'une affaire opérationnelle, qui est un peu moi, mon terrain de jeu, il y a effectivement tout le sujet des médias, le sujet des transports, le sujet des déplacements de collaborateurs, le sujet de notre activité promotionnelle et merchandising. Et évidemment, vous voyez qu'il y a certains sujets qui sont directement corrélés à la manière dont on travaille avec nos clients. Donc effectivement, ça va être notre capacité à pousser justement ces produits les plus éco-conçus, donc à avoir aussi un impact, peut-être, on l'espère, sur le scope 3 de nos clients, mais aussi comment on revoit avec eux nos politiques de transport, comment aussi on va essayer de penser une promotion un peu plus sobre, qui consomme moins de plastique, qui consomme moins d'outils merchandising. Donc je dirais voilà un peu comment d'un point de vue très très opérationnel on cadre le sujet chez L'Oréal. Merci Élodie. Élodie, côté groupe Bell, est-ce que vous avez les mêmes enjeux pour une entreprise qui est plutôt dans le secteur de l'agroalimentaire? Aujourd'hui, quelles sont vos actions principales? Quel est votre plan pour se décarboner? Oui, alors déjà juste un petit mot sur le groupe Bell. Si vous ne connaissez pas, on est une entreprise familiale d'un peu plus de 150 ans. Et si vous ne connaissez pas le groupe Bell, vous connaissez certainement certaines de nos marques comme la Vache qui rit, Babybel ou encore Pol Pot, par exemple, sur le secteur du fruit. En fait, nous, on est engagé de la même manière que chez L'Oréal dans Science Based Target sur une trajectoire 1,5 degré depuis 2017. Donc on connaît notre trajectoire et on arrive à mesurer régulièrement notre empreinte carbone. Je voudrais partager juste un chiffre. Le système alimentaire, quand on regarde de la ferme à l'assiette, il est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre planétaires. Ça veut dire qu'on a une énorme responsabilité et ça veut dire qu'on a le devoir d'accélérer le développement d'innovation et de leviers de décarbonation. Et ça tombe bien, parce qu'en fait les solutions on les connaît, et c'est pas moi qui le dis, c'est les experts du GIEC, du Week27, etc. Il y a 3 gros leviers qui sont du coup nos 3 gros leviers de décarbonation. C'est la première chose, comment est-ce qu'on accompagne le monde agricole dans la transition agroécologique. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on transforme l'offre et l'assiette finalement des citoyens en nous engageant à travailler sur des produits qui soient d'origine animale et aussi des produits qui soient d'origine non animale, et c'est exactement ce qu'on est en train de travailler au sein du groupe Bell. Et puis le troisième, on le connaît aussi très bien, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait, voilà, les experts sont assez clairs là-dessus. C'est des sujets sur lesquels on travaille depuis plus de 20 ans au sein du groupe Bell. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en tout cas, c'est ça nos grands leviers de décarbonation. Mais surtout, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en fait, notre capacité à réussir à adresser ce sujet et à faire notre part pour limiter le réchauffement climatique, il va dépendre de notre capacité à embarquer
l'ensemble de notre écosystème. Je vais donner un chiffre. Au sein du groupe Bell, les émissions carbone de nos usines, donc qui sont vraiment notre périmètre de responsabilité directe, pourrait-on dire, c'est entre 3 et 4% de notre empreinte carbone globale. Ça veut dire qu'il y a 96 à 97% qui est au-delà des portes de nos usines. Et donc ça veut dire que pour pouvoir adresser le sujet, il faut bien évidemment qu'on y travaille avec nos agriculteurs partenaires, avec nos fournisseurs, avec nos collaborateurs bien sûr, et évidemment aller jusqu'au bout de la chaîne, travailler avec les distributeurs et avec les consommateurs citoyens. Et justement, sur cette capacité à embarquer l'écosystème, comment vous le faites concrètement, enfin, que ce soit en interne ou en externe, comment vous faites pour embarquer l'écosystème et notamment comment vous utilisez Open Climat? Alors nous en fait on mesure, enfin de manière assez classique, vu qu'on est dans Science Based Target, etc. En fait on mesure notre empreinte carbone depuis de très 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 nombreuses années. On le fait via notre rapport annuel, notre DPEF, et je m'arrêterai là pour les acronymes parce qu'il y en a plein d'autres. Mais en fait, en réalité, qui va aller lire, je suis un peu provocatrice, mais qui va aller lire les 100 pages de notre rapport RSE? Enfin, franchement, il est hyper bien et pour moi, il est extrêmement utile et j'adore le passer, etc. Enfin, j'en suis très fière et ça nous prend beaucoup de temps à faire. Mais en réalité, comment est-ce qu'on passe d'un sujet qui à la fois est extrêmement stratégique mais maîtrisé par quelques experts au sein du groupe Bell à un sujet en fait qui doit mobiliser l'ensemble des collaborateurs? Dans mon équipe, on est 5 à faire du développement durable pour le groupe Bell. Mais imaginez l'impact que nous pourrions avoir si les 11 000 collaborateurs de Bell étaient en capacité de contribuer aux efforts de décarbonation. Et j'irais même au-delà de ça. Si nos 6 000 fournisseurs étaient aussi en capacité de nous y aider et nos, je ne sais pas combien, de distributeurs étaient aussi en capacité de le faire. Et encore plus les consommateurs. Donc l'enjeu pour nous, c'est de passer de un sujet un peu expert à un sujet de mobilisation et d'action de l'ensemble de notre écosystème. Alors concrètement, comment est-ce qu'on utilise Open Climat et ce type d'outils? Je vais donner 2 exemples. Et j'aime bien d'ailleurs une citation, je ne sais plus qui, mais je l'aime bien, qui était « Ouvrez la porte de vos usines et vous fermez la boîte à fantasmes ». C'est valable pour les usines, mais en fait, c'est valable un petit peu pour tous les sujets en termes de développement durable. C'est pas toujours facile d'être transparent, ça demande du courage, mais en réalité, c'est un vrai levier, encore une fois, de mobilisation et d'action. Quand on dit exactement ce qu'on fait de bien et ce qu'il nous reste à faire aussi. Et donc, du coup, je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est qu'on fait, comme chaque année, un bilan carbone annuel au niveau du groupe. Il est très robuste, il nous prend beaucoup de temps à faire, il est audité, il est publié dans nos différents outils, très détaillé. Il est super bien et on va continuer à le faire, mais il regarde dans le rétroviseur. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on comptabilise, et du coup, si on est bien et qu'on est en ligne avec notre trajectoire 1,5 degré, on est hyper content, on a bien travaillé. Si on n'y est pas, en fait, il est trop tard pour agir, pour arbitrer, pour tirer la sonnette d'alarme. Donc on va continuer à le faire, mais surtout, on a décidé de mettre en place un autre outil qu'on a développé avec l'aide de Cantis, et en fait, qui nous permet, avec un peu moins de précision, de mesurer l'empreinte carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur au niveau d'un produit, au niveau d'une marque, au niveau d'un pays ou encore au niveau d'une usine. Et ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire en fait? Ça nous permet vraiment de donner des éléments et de créer des nouveaux moments de discussion avec nos équipes qui innovent, avec nos commerciaux, etc. Et Open Climat, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Nous, en fait, on s'en sert énormément comme un espèce de socle de base de sensibilisation de nos collaborateurs. Par exemple, les nouveaux entrants chez Bell, la première chose qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent aller sur la plateforme Open Climat et aller découvrir, en effet, les différentes actions qu'on a mises en place et les différents défis qui nous attendent. De la même manière, on l'utilise beaucoup auprès de nos commerciaux, parce qu'on y reviendra après, mais s'il y a bien un sujet qui nous rassemble avec la distribution, c'est le sujet de la lutte contre le changement climatique. On n'est pas concurrents là. On a besoin les uns des autres. Et donc du coup, on s'appuie aussi sur Open Climat pour pouvoir former nos commerciaux. Ça, c'est hyper important. Et puis plus globalement, on a la chance d'avoir beaucoup d'activistes positifs chez Bell, beaucoup de collaborateurs chez Bell qui sont des fresqueurs, qui forment à la fresque du climat. Et donc on utilise également Open Climat comme un outil et comme un socle de base, vraiment pour permettre à tout le monde de découvrir ce qu'on fait, pas uniquement dans son périmètre de travail, mais aussi plus globalement. Merci Elodie. Très clair pour ce plantage de décor sur le côté industriel, ce que ça signifie pour vous. Je me tourne naturellement vers Mathieu. Donc, on a beaucoup parlé de vous comme partie prenante de l'écosystème de L'Oréal, de Bell. Si on se place côté distributeur, qu'est-ce que ça signifie que de se décarboner et qu'est-ce que ça implique pour vous?
Bonjour, donc déjà pour répondre effectivement à la question, c'est ce que vient de dire Elodie, pour réussir à se décarboner, il faut qu'on apprenne à coopérer, à collaborer ensemble. Parce qu'en fait, on est tous le scope 3 de quelqu'un d'autre, donc là vous avez à côté de moi une partie du scope 3 du groupe Casino, qui sont Bell et L'Oréal et un certain nombre de nos fournisseurs. Et donc nous, on ne pourra pas se décarboner sans la décarbonation qu'essayent de mettre en place Bell et L'Oréal aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement pour nous clé. C'est les mêmes enjeux, effectivement l'alimentation, comme ça a été rappelé, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, peu ou prou dans le monde. Donc on a tous compris il y a quelques années qu'on pouvait agir en changeant de voiture, ou en tout cas en utilisant moins sa voiture et en utilisant moins l'avion pour réduire son impact carbone. Mais en fait, on a compris de plus en plus qu'on pouvait aussi agir de manière très efficace avec son assiette, avec sa consommation alimentaire et non alimentaire. Et donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a inscrit notre stratégie de décarbonation. De la même manière, on a fait certifier nos objectifs par le SBT en 2018. Donc ça a été un outil qui était utile pour nous pour pouvoir effectivement fixer les trajectoires et communiquer en interne sur ces trajectoires. Mais en fait, ce qu'on apprend aussi, évidemment, quand on fait un bilan carbone, c'est que les activités directes, finalement, ça représente ces 3%, nous, ça doit être pareil dans l'ordre de 2-3%. Donc notre impact direct, il est minime. Et très rapidement, on se tourne vers ce qui fait le reste de l'impact. Et le reste de l'impact, c'est d'abord nos fournisseurs et ensuite la façon dont nos clients utilisent les produits qu'on vend dans nos magasins. Et là, on se rend compte qu'assez rapidement, qu'on ne va pas pouvoir aller aussi vite que sur le scope 1 et 2. Sur le scope 1 et 2, chez nous, donc c'est les émissions directes, c'est de l'énergie, du froid et du transport sous contrôle. Donc l'énergie, c'est allé assez vite. Très honnêtement, en 10 ans, si on se projette il y a 10 ans, dans la plupart des magasins de distribution en France, les portes, vous n'aviez pas de porte sur les meubles froids. Là, vous achetez effectivement les produits Bell. Il n'y avait pas de porte sur ces meubles froids. Donc c'était l'équivalent d'avoir vos frigidaires ouverts dans votre appartement, ce que nous vous feriez absolument pas. Donc on a mis un peu moins de 10 ans, nous, pour couvrir l'ensemble du parc. C'est des milliers de kilomètres en fait, de meubles qui ont été couverts. Et évidemment, il y a un gain financier assez évident, et encore plus qu'on avait anticipé en 2010, et qui est encore plus vrai, évidemment, avec les crises qu'on a connues. Le deuxième enjeu, c'est les gaz réfrigérants. Ça intéresse pas grand monde, mais c'est le deuxième impact, voire le premier impact en termes de CO2 direct d'un groupe de distribution. Et là aussi, on a accéléré pour différentes raisons, y compris parce qu'il y a une réglementation qui est le protocole de Montréal, qui est la seule réglementation mondiale qui a produit ces effets d'un point de vue climatique. Donc c'est aussi intéressant de regarder comment ça a fonctionné, qui a permis de réduire l'utilisation d'un certain nombre de gaz réfrigérants. Et le transport, c'est quelque chose d'assez évident et on voit bien les gains. Donc ça, c'est allé finalement assez vite. Nous, on a dépassé très largement nos objectifs sur ce scope 1 et 2. Par contre, l'autre sujet qui est le scope 3 et notamment les produits vendus, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, l'impact, il est 10 fois supérieur à notre impact direct. Donc c'est vraiment un rapport d'au moins 1 à 10 entre nos émissions directes et scope 3. Et donc, quand on a commencé à se poser la question de comment accélérer sur cette question-là, on a fait un certain nombre de diagnostics. Et le premier, on s'est dit qu'il fallait embarquer évidemment nos équipes achats. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est de former l'intégralité de nos acheteurs aux enjeux climatiques et à comprendre ce que je viens de vous expliquer, ce qu'est un scope 1, ce qu'est un scope 2, ce qu'est un scope 3, quel est l'impact de la distribution, comment ça fonctionne, pour être en mesure de discuter avec nos fournisseurs de ce sujet-là. Et donc on leur a fait comprendre qu'effectivement 3/4 de notre impact, c'est lié aux produits qu'on achète. Et donc, en tant qu'acheteur, si on veut réussir à se décarboner dans les 10 prochaines années, qui est la grande transition qu'on doit faire, eh bien, il va falloir qu'ils soient partie prenante et donc qu'ils comprennent bien ce qu'on fait. Donc, on a remis tout le monde à bord et à niveau si c'était nécessaire. Et ensuite, on s'est vite posé la question de se dire mais comment on peut engager nos fournisseurs et finalement, comment on peut avoir une discussion objective avec nos grands fournisseurs. Et donc c'est là où effectivement on a découvert Open Climat. Je crois que Bell était déjà engagé et on s'est dit c'est une plateforme qui est intéressante pour nous parce que Open Climat fait un travail d'analyse des données publiques des fournisseurs. Donc ils ne portent pas un jugement, ils prennent les datas, mais je pense que vous pourrez expliquer plus en détail. Et donc on a pris notre top 100 fournisseurs et on a regardé comment ils étaient évalués en termes d'engagement et de performance par Open Climat. Et on a communiqué cette information en fait, qui est publique à nos acheteurs. Et ensuite, on a organisé des one-to-one avec le top 100 fournisseurs pour justement avoir une discussion autour de ces engagements et de leurs performances et créer une culture commune et une confiance commune dans la capacité à discuter solutions. Parce que assez rapidement, une fois qu'on a fait ces diagnostics, on arrive aux solutions. Et quand vous commencez à parler solutions, vous pouvez avoir vite des désaccords ou en tout cas un manque de consensus. Et donc notre but, c'est en commençant, en parlant stratégie climat
objectif, engagement, performance et levier de décarbonation, de créer un consensus entre nous sur ce qui va faire que Bell va pouvoir se décarboner ou que L'Oréal va pouvoir se décarboner. Et comme on fait ça sectoriellement, c'est-à-dire l'acheteur, généralement, évidemment, il travaille avec d'autres concurrents de L'Oréal ou Bell, ils finissent au bout des 5 ou 10 rendez-vous qu'ils font à avoir une vraie bonne connaissance des sujets et des solutions. Et donc là, on peut commencer effectivement à parler solutions concrètes, puisque la dernière part à faire, c'est de trouver l'offre produit plus bas carbone, à partir du moment où on a bien validé qu'elle était bas carbone, ce qui pose des tonnes de questions, et ensuite de pouvoir vous la proposer, vous, en tant que consommateur, et que vous, en tant que consommateur, vous ayez envie de l'acheter. Donc il reste un énorme chemin à faire. Ce n'est pas parce qu'on aura identifié ces leviers, cette offre produit, que ça va fonctionner. Loin de là, on sait très bien que ça fonctionne aussi si nos consommateurs s'approprient ces produits, comprennent ce qu'on est en train de faire et ont envie de les consommer et de changer leur comportement d'achat. Donc voilà, donc ça c'est l'enjeu. Et donc c'est vraiment un enjeu de coopération pour réussir à se décarboner. On a cité aussi Cantis, qui sont les acteurs. On a besoin des cabinets de conseil pour pouvoir justement avoir un consensus de solutions. Et très honnêtement, on pourrait prendre n'importe quel projet qui est évoqué. On n'a pas forcément ce consensus de solutions. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le détail de est-ce que c'est la bonne solution, très honnêtement, c'est jamais aussi évident que ça. Et donc on a besoin d'avoir ce dialogue entre nous en mettant autour de la table les acheteurs et l'équipe commerciale de nos fournisseurs. Merci Mathieu. Peut-être des réactions de Bell et L'Oréal sur justement en parlant de ces solutions. Comment est-ce que vous voyez déjà aujourd'hui et peut-être à l'avenir les relations entre vous et vos distributeurs évoluer? Comment est-ce que concrètement vous pourriez avancer ensemble sur ces éléments-là? Alors déjà, je dirais que donc nous, sur la solution Open Climat, on est beaucoup moins avancé que Bell. Et pour nous, c'est pas forcément un outil d'animation de nos équipes en interne. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on sent que nous et nos clients, alors quand Mathieu parle de clients et moi de clients, on ne parle pas des mêmes. Donc moi, quand je parle de clients, je parle des retailers. On a beaucoup évolué, on est devenu très mature quand même sur ces sujets d'évaluation de nos scopes et nos stratégies de décarbonation. Et c'est vrai qu'en fait, on a vu venir beaucoup de nos retailers, et même au niveau international, commencer à nous poser des questions parce qu'ils commençaient justement à évaluer leur scope 3. Et je rejoins un peu ce que disait Élodie, c'est-à-dire que nous aussi, on fait un rapport extra-financier depuis de nombreuses années. Tout est lisible, transparent, visible dans notre document d'enregistrement universel. Et en fait, on a vu toutes ces demandes de nos clients arriver et on s'est dit « Ah non, on ne va pas recommencer des énièmes reporting » puisqu'évidemment, chaque retailer avait un peu sa manière de voir les choses. Et donc, c'était encore des questionnaires à remplir, etc. Et honnêtement, c'est un vrai sujet en fait, parce que encore une fois, si on veut arriver à décarboner ensemble, il faut qu'on ait des outils simples et qu'on ait vraiment des référentiels communs. Or, malheureusement, aujourd'hui, on est un peu early stage et donc il n'y en a pas. Et c'est vrai que quand on vous a spoté, entre guillemets, on s'est dit peut-être qu'effectivement Open Climat est une solution pour créer ce référentiel, pour standardiser un petit peu nos réponses. Et peut-être le rêve absolu, c'est de se dire que Open Climat, ou peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien, je souhaite que ce soit vous, mais effectivement qu'il existe en tout cas ce référentiel commun pour toute la relation entre retailers et industriels, pour que voilà, une bonne fois pour toutes, on échange le bon niveau d'information, effectivement en toute transparence, et que justement, on ne soit plus dans un débat d'experts, mais que ça rentre vraiment dans les schémas de négo. Parce que c'est vraiment ça aussi ce dont on a besoin, c'est de sortir un peu de cette double discussion, où en gros, quand moi je discute avec les homologues de Mathieu chez d'autres retailers, en fait, on se comprend très bien. On a très très envie de décarboner ensemble. On a même envie que ce sujet carbone devienne un outil de référencement ou de déréférencement, ou en tout cas de stratégie d'assortiment, pourquoi pas. Effectivement, on a du mal à redescendre en fait, au niveau vraiment acheteurs commerciaux. Et l'espoir qu'on a avec ce type d'outil, c'est que justement, il soit tellement facile d'accès et tellement facile à comprendre, mais que justement, ce soit aussi un outil avec lequel vont travailler nos forces commerciales respectives. Donc voilà, moi, c'est un peu le souhait que j'ai. Parce qu'effectivement, il n'y a que comme ça qu'on va vraiment pouvoir y arriver. D'autant que le sentiment que j'ai, c'est que nos retailers attendent beaucoup de nous, et ils ont raison. Parce qu'on pèse lourd chez eux, que ce soit L'Oréal pour la beauté ou Bell pour l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, effectivement, c'est des discussions qui ne sont pas encore assez fluides. Et donc voilà, il nous faut ce type d'outil. Je vais compléter un tout petit peu, mais je pense que vous avez dit ce que j'avais en tête aussi. S'il y a bien un sujet sur lequel on est vraiment très aligné avec la distribution, c'est le sujet de la lutte contre le changement climatique. Et donc on a une énorme opportunité et un devoir aussi
de travailler main dans la main sur ce sujet-là, parce qu'encore une fois, comme l'a très bien dit Mathieu, on est votre scope 3, donc nos efforts sont vos efforts et inversement. Donc vraiment, c'est hyper excitant comme sujet à travailler ensemble. Et du coup, ça va nous permettre, et ça commence à nous permettre, de passer d'une relation purement commerciale ou de fournisseur à distributeur à une relation qui est beaucoup plus partenariale. Ce qu'on voit, ce qui s'accélère, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Élodie, c'est que jusqu'à présent, pendant des années, on était très amis avec les directeurs et directrices RSE de la distribution. Il n'y a pas de problème, on est dans les mêmes conférences, vous voyez, on parle des mêmes sujets, on a les mêmes enjeux, pas de souci. Là où on aura réussi, c'est le jour où c'est plus nous qui sommes là devant vous, mais c'est bien des acheteurs de la distribution et des commerciaux chez nous. D'où l'importance d'utiliser typiquement des plateformes de ce type-là comme Open Climat, qui permettent de dire de manière à la fois détaillée mais pédagogique, avec le ton qu'on veut, là où on en est et ce qu'il nous reste à faire. Parce que vraiment, nous, on s'en sert comme un outil. En fait, c'est notre rapport climat, Open Climat. Voilà. On voulait faire un rapport climat. En fait, on s'est dit, c'est pas la peine, il y a Open Climat. Et vraiment, ça nous permet comme ça de les faire monter en compétences et de faire en sorte que le sujet soit plus un sujet d'expertise. Et vraiment, le jour où on aura réussi, c'est le jour où, encore une fois, sur cette table ronde-là, c'est pas nous qui venons en parler, mais c'est vraiment les acheteurs et les commerciaux, parce qu'ils se sentent investis, ils ont compris le sujet et ils y contribuent très concrètement. Voilà. Alors, derrière ça, effectivement, ça paraît simple. On a besoin du coup d'outils et on a besoin de coopération entre distributeurs. Donc c'est l'autre coopération qu'on essaye de mettre en place. C'est effectivement qui est une remontée de nos partenaires. C'est ne nous demandez pas tous des informations différentes. Quand on parle de coopération pour décarboner, c'est une autre coopération qu'on doit essayer de mettre en place, c'est-à-dire avec nos concurrents, de finalement définir ensemble une même approche vis-à-vis de nos fournisseurs pour collecter de la data et les actions de décarbonation, et que nous aussi on ait un consensus de solutions. De la même manière, si le groupe Casino décide que cette solution elle est mieux disant d'un point de vue climatique, mais que Carrefour fait une analyse différente ou Leclerc, en fait on ne va pas y arriver. Donc on a besoin de travailler aussi ensemble dans le respect du droit de la concurrence, qui n'est pas toujours évident, puisque vous savez qu'il y a des limites à ce genre de discussion, même si on parle que de sujets évidemment climatiques. Donc il faut qu'on arrive à faire aussi ces alignements. Donc c'est vrai qu'on prône pour qu'Open Climat, par exemple, soit une plateforme qui puisse être utilisée. Donc ça, c'est un des sujets qu'on a à faire en termes d'alignement. Puis ensuite, on doit effectivement donner des outils à nos équipes achats pour être en mesure, demain, de faire les choix et de savoir quel produit ou quelle offre il faut pousser pour décarboner son offre. Et là aussi, aujourd'hui, on n'a pas forcément ces outils, donc on essaie de les construire parce qu'il faut qu'il y ait aussi des consensus sur, encore une fois, l'offre et les solutions. Et quand vous allez en magasin, pour être sûr que telle offre elle est mieux disante que telle autre, honnêtement, ça demande soit un travail d'expert, soit en fait on n'arrive pas à le rendre lisible auprès de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on soutient des projets comme l'affichage environnemental depuis maintenant plus de 14 ans, puisqu'on a été les premiers à développer l'indice carbone sur les produits en 2009. Donc dès 2009-2010, on avait mis sur les produits Casino l'impact carbone du produit. Puis évidemment, le carbone pose plein de questions, donc on a essayé d'enrichir avec l'affichage environnemental, enfin l'indice environnemental, et on est toujours en train de discuter entre nous et au niveau gouvernemental sur la mise en place de cet affichage, qui est très utile, puisque demain, ça nous permettra notamment à la fois de démontrer à nos clients les produits les plus vertueux, mais aussi ça donne un outil pour nos acheteurs dans les stratégies d'assortiment. C'est le même, on peut faire le même parallèle avec le Nutri-Score. Le premier impact du Nutri-Score, ça a été que ça a incité tout le monde à regarder son portefeuille et à se dire « Oh, mais moi, en fait, j'ai des produits, j'ai 30 ou 40% de mon offre qui est en D ou E, est-ce que je ne peux pas l'améliorer ?» Parce qu'on n'aime pas trop être noté rouge ou orange au Nutri-Score. Et donc, le premier impact, c'est que tous les acheteurs ont fait ça, on demandait à leurs fournisseurs « Mais expliquez-moi, au regard du Nutri-Score, vous en êtes où? C'est quoi le poids de votre portefeuille, etc. » Et tout le monde a fait un effort d'essayer de s'améliorer autant que possible. Donc, c'est la même chose qu'on attend en fait sur l'affichage environnemental quand il sera mis en place, c'est de dire, ben voilà, moi je prends le portefeuille de Bell, de L'Oréal, est-ce que je suis capable de dire combien de produits sont mieux disant que les autres, et donc d'avoir un outil qui va permettre de changer l'assortiment. Et donc on a besoin de ces outils. Et en attendant ça, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mieux comprendre l'impact carbone de nos partenaires
de manière plus précise. Aujourd'hui, quand on demande, alors pas Bell parce que ils acceptent de le partager, mais quand on demande à un certain nombre de nos fournisseurs de nous donner l'impact carbone des produits vendus dans nos magasins, souvent on n'a pas encore cette information. Alors pour plein de raisons, hein, si vous êtes spécialiste du carbone, vous savez que c'est très compliqué de faire ces calculs et d'avoir un niveau de confiance dans ces données suffisante pour les communiquer à l'externe ou à vos clients. Mais nous, c'est vrai que de plus en plus, on est en train de demander ces données-là, de savoir le poids de Bell, le poids de Royal dans notre assortiment magasin, pour aussi pouvoir demain prouver qu'on est bien en train de décarboner. Parce qu'encore une fois, les acheteurs, c'est des gens qui aiment les chiffres, ils aiment les réalités tangibles, hein, et c'est leur métier. Et donc, eux, ils nous challengent. On disait, OK, si Bell représente X tonnes aujourd'hui au sein du groupe Casino, c'est quoi mon objectif à 2025 ? Fixez-moi l'objectif et on va le tenir. Pour ça, il faut quand même qu'on ait des données fiables, parce qu'on va parler business, on va parler chiffre d'affaires, on va parler vente. Et donc, évidemment, on ne peut pas partir sur des hypothèses que peut-être que le bilan carbone de notre fournisseur serait de temps, mais on n'est pas sûr à 40% près, quoi. Donc, on a besoin d'affiner ces données-là. Et donc, là aussi, c'est le travail qu'on essaie de mener avec Open Climat, c'est comment essayer de collecter ces données de manière simple et éventuellement qu'on fasse tous la même demande côté distributeur aux fournisseurs pour pas qu'ils aient à remplir ou aller sur 50 plateformes. Donc ça, c'est un autre enjeu, mais ça fait partie en fait des logiques de décarbonation. Parce qu'encore une fois, si on épuise nos fournisseurs à collecter de la data, et je pense qu'on est tous un peu épuisés de partager, de donner de la data, on prend beaucoup de retard sur les solutions qu'on peut mettre en œuvre en magasin. Et pour autant, on a quand même besoin d'un peu de data pour faire le pilotage. Merci Mathieu. Est-ce que vous voulez ajouter un mot pour conclure ou c'était clair côté Élodie et Élodie, ça ne me facilite pas la vie que vous ayez les mêmes prénoms. Moi, j'avais juste, je me rappelle ce que j'ai oublié de dire, mais en fait, on l'a redit là, mais en effet, il y a quand même un enjeu à faire converger en fait les demandes. C'est vrai que les distributeurs ont besoin de beaucoup de données en effet pour prouver que en effet les assortiments qui sont mis en avant dans les rayons, etc., participent vraiment à la décarbonation. Nous, de notre côté, notre enjeu, c'est qu'on a énormément de questionnaires qui nous arrivent de toutes parts. Alors, rêvons que la CSRD nous aide là-dessus. Mais en attendant, on a énormément de questionnaires et c'est vrai qu'on préfère quand même agir plutôt que de faire du reporting en règle générale. Et donc, c'est vrai que ce serait un super rêve, en tout cas, je l'appelle de mes voeux, qu'il puisse y avoir une sorte de convergence entre les différentes demandes et la donnée pour que on puisse vraiment travailler de manière super efficace ce sujet-là. Et si Open Climat pouvait être cette plateforme, alors du coup, comme on y est déjà, ce serait super. Merci. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Je pense que ça montre bien que la nécessité de collaborer, c'est plus du tout sujet à débat sur ce sujet-là. Maintenant, sur le comment, je retiens que c'est comment concrétiser cette collaboration. Je retiens que c'est un peu plus compliqué. Il faut généraliser ces échanges, il faut les fluidifier, il faut les fiabiliser. Et pour ça, nous, on est convaincus que la transparence, c'est le pilier fondamental pour le faire. On a, comme le disait Mathieu, aujourd'hui l'écosystème, il est prêt, en fait il est en attente de cette transparence de la part des entreprises. Et aujourd'hui dans le retail, on a déjà 3 distributeurs qui font partie d'Open Climat et qui se réfèrent à nos données. Pour les autres, les données sont ouvertes, donc consultez-les ou rejoignez-nous. Je donne pas les noms. Je cite pas tous les noms, non. Venez nous voir sur notre stand. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour une entreprise, être transparente, c'est le meilleur moyen, oui, pour répondre aux attentes, et arrêter de répondre aux questionnaires, mais pas que, en fait. C'est le meilleur moyen pour se dire comment je passe à un langage commun et comment j'ai des conversations intéressantes pour avoir des collaborations business. N'ayons pas peur du mot. On a parlé de pousser des assortiments bas carbone, d'acheteurs qui ont été formés, qui demain piloteront leur portefeuille produits, fournisseurs, comme ils le font aujourd'hui sur leur marge, parce qu'ils seront incentivés sur ces sujets-là. Donc c'est un vrai sujet qui rentre dans les négociations commerciales. Donc c'est un moyen la transparence, c'est un moyen d'en tirer des opportunités commerciales. Et surtout, en fait, ces collaborations, c'est le meilleur moyen d'agir ensemble pour réduire ensemble votre empreinte carbone qui est intimement liée. Je terminerai peut-être en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une collaboration ordinaire, une collaboration comme une autre. En fait, c'est une vraie transformation aujourd'hui qui s'amorce. Et c'est une transformation qui est d'autant plus cruciale qu'elle se joue dans un contexte de course contre la montre.
il y a une urgence à la transparence. Il faut y aller, l'écosystème est prêt et c'est le seul moyen d'y aller ensemble et de réussir ensemble. Voilà. Merci à tous. On a un peu le temps pour quelques questions. Merci. Alors, moi, je vais me placer du point de vue du consommateur final, parce que finalement, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, ça me fait des années que je suis exaspérée de voir des fruits d'été vendus en hiver. Et ce qui m'a encore plus exaspérée, c'est là, il n'y a même pas un mois, de voir qu'avec tous les messages qu'il y a, l'urgence, etc., de voir qu'au mois de février, il y avait déjà des melons. Et en plus, en parlant au chef de rayon légumes, qui m'a répondu relativement fièrement, bah oui, on en vend toute l'année. Donc moi, je ne comprends pas, et c'est vraiment d'un point de vue consommatrice, enfin citoyenne, comment aujourd'hui, en tant que citoyenne, je peux avoir une action quelconque auprès des supermarchés dans ma zone de chalandise pour qu'ils vendent des fruits et des légumes à la bonne saison et pas des fraises en décembre et des cerises en janvier. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, ça ressort de pas mal de conférences d'aujourd'hui. J'avais pas réalisé à quel point la partie management, en fait, était importante dans ce changement. Et dans la mesure où vous avez identifié, en fait, de vos parties que c'est peut-être les acheteurs et les commerciaux qui sont le maillon faible de ce changement, est-ce que vous avez déjà mis en place des choses en termes de changement du management, d'incentive, pour qu'il y ait un changement à ce niveau-là? Alors ça, c'est plus le cœur du sujet, je pense, la deuxième question. Oui, je vais répondre aux deux. Donc, quand on parle de transparence, effectivement, on joue la même transparence. Casino était le seul groupe à développer un baromètre de saisonnalité qui est présent dans nos hypermarchés, supermarchés, et qui permet d'informer nos clients sur les saisons et de montrer très clairement que tel fruit est de saison et que tel fruit ou tel légume n'est pas de saison, et de donner ensuite la possibilité, du coup, avec cette transparence aux clients, d'acheter ou de ne pas acheter ce fruit de saison. Il se trouve que même quand on les informe très clairement avec un rouge sur le fait que ce n'est pas de saison, les gens achètent ces produits parce qu'ils ont envie de les acheter, et ça, c'est après le libre choix du consommateur. Mais effectivement, on amène cette transparence à nos clients aujourd'hui pour qu'ils puissent choisir. Le deuxième point, alors effectivement, c'est un sujet de management, très clairement. La transformation durable, c'est un sujet de management et de changement de pratiques qui ont été ancrés au XXe siècle, et on pourrait revenir les raisons pour lesquelles telle et telle choses ont été faites. Ça répondait à un contexte de post-guerre, et quand on se replonge dans l'histoire, on voit bien qu'effectivement on a développé des pratiques de management, et qu'aujourd'hui il faut développer d'autres pratiques de management, et notamment mettre les sujets de durabilité au cœur des décisions que les équipes doivent prendre. Ça paraît simple, mais c'est assez complexe, parce que ça nécessite de penser autrement, de voir autrement, et puis c'est souvent vu comme de nouvelles contraintes supplémentaires, parfois d'opportunités, mais dans la réalité, c'est que quand vous faites quelque chose depuis des années, et on en est le témoin à titre individuel, tous on est habitués à faire des choses, et quand on se dit tiens, je peux le faire de manière pure et vertueuse, on va essayer, on ne va pas forcément le maintenir sur la durée, on va revenir à l'ancienne solution, parce que c'est quand même vachement plus simple de prendre sa voiture pour aller faire ci ou pour faire ça que son vélo ou les transports en commun, etc. Donc on est dans la même logique, c'est-à-dire que nous, il faut effectivement, on est là pour pousser ces nouvelles pratiques, former et puis donner des nouveaux outils. Et donc dans les outils, très clairement, il y a les outils de rémunération. Donc chez nous, tous les cadres sont incentivés sur 2 indicateurs qu'on a mis en place. Un qui est sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre sur les émissions directes du groupe pour l'instant, et l'autre c'est toujours sur l'égalité professionnelle, pour justement augmenter le pourcentage de femmes dans l'encadrement, considérant que tous les managers avaient un rôle à jouer pour avoir une société plus inclusive, en tout cas qui favorise réellement l'égalité professionnelle, et aussi plus engagée sur les enjeux de climat. Donc ça fait partie des changements. Et effectivement, il faut qu'on continue à trouver des nouveaux outils qui permettent demain, très clairement, à un acheteur, mais peut-être que Élodie pourra en parler mieux que moi, dans l'offre de Bell, comment je sais, moi, en tant qu'acheteur, ce qui est plus bas carbone, qu'est-ce que je dois pousser, et ensuite,
je veux bien essayer de le pousser. Mais encore une fois, si mes clients ne les achètent pas, ces produits-là, on sait très bien ce qui va se passer. Ça va pas marcher, et très rapidement, parce que vous avez une réalité économique, parce que vous avez besoin de générer du chiffre d'affaires, et ben ces produits, vous n'allez pas les pousser indéfiniment pendant 5 ans en espérant qu'un jour ils soient achetés. Et donc tout le jeu qu'on a à faire ensemble, c'est de bien accompagner ces produits pour les vendre auprès de nos clients, pour qu'ils aient envie de les acheter, qu'ils comprennent qu'ils peuvent substituer ou changer son comportement pour réussir cette transition, parce que sinon on fait l'effet inverse. On a fait plein de pilotes où on se dit c'est une super idée, on y va, on est super motivé. Ça ne marche pas du tout. Et alors après, vous bloquez le sujet pendant des années parce que les magasins disent « Ah non, mais ce truc-là, on l'a essayé, ça ne marche pas. » Oui, ça a marché. On l'a peut-être mal délivré, ça ne marchait peut-être pas à ce moment-là dans le contexte français. Enfin, la société évolue extrêmement vite, donc il y a des choses qui marchaient plus ou moins bien. Et donc, il faut qu'on ait justement cette capacité ensemble à trouver les bons concepts au bon moment pour pouvoir accélérer cette transition. Mais je pense que vous avez des exemples de produits qui peuvent illustrer ça. Ouais, moi, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Mathieu. Effectivement, d'abord, il faut les former. Effectivement, nos commerciaux, ils n'ont pas ce langage-là, naturellement, en fait, de la sustainability. Eux, ils ont des KPI en tête qui sont des KPI de chiffre d'affaires, de rentabilité, de part de marché. Mais justement, notre rôle, en fait, c'est de leur donner ce nouveau langage, en fait. Donc, je dirais ça, c'est la première chose, donc les former. Ensuite, nous, ce qu'on essaye de travailler chez L'Oréal, c'est de leur donner aussi un nouveau cadre. Et ça, c'est tout le travail qu'on essaye de faire avec nos clients. Alors, on a appelé ça chez nous des Green Joint Business Plans. C'est comment on travaille aussi sur ce qu'on a envie de travailler avec nos clients et surtout qu'on donne de la vision, en fait, à nos commerciaux. C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif de décarbonation qu'on veut aller chercher sur nos politiques transport ? C'est quoi la grande priorité en termes d'innovation ? Par exemple, nous, chez L'Oréal, aujourd'hui, l'outil le plus puissant qu'on a pour réduire notre empreinte packaging et décarboner en même temps, c'est le sujet des recharges. Bon, maintenant, nos commerciaux, ils ont des objectifs hyper clairs de poids des recharges dans le chiffre d'affaires. Et donc, ça devient leur KPI business, en fait. Donc, on se sert de leur vocabulaire business pour faire passer, nous, justement, ces produits éco-conçus qui vont nous permettre de décarboner hyper efficacement. Et franchement, ça marche parce que, du coup, on a pris leur vocabulaire, on a pris leur langage, ils sont incentivés dessus. Donc, on pourrait penser que c'est bassement mercantile et que, bah ouais, mais bon, au moins on atteint l'objectif, en fait. Donc, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on avance. Et ce qui est assez génial aussi, c'est qu'on crée de l'excitation un peu, en fait, dans la création de ces nouveaux business. Et ça, c'est vrai que c'est aussi des grands drivers pour nos équipes commerciales. Et pour compléter, moi je dirais pas du tout que les commerciaux c'est le maillon faible, hein. Je pense que c'est vraiment le maillon fort, mais encore fallait-il bien comprendre leurs besoins et les raisons pour lesquelles c'était, il y a quelques années, encore un petit peu compliqué pour eux en fait d'adresser ce sujet-là. Encore une fois, c'est pas évident, on s'improvise pas forcément, on se sent pas forcément super à l'aise de parler de développement durable ou de trajectoire climat. En fait, il y a une question aussi un peu de légitimité. Donc évidemment qu'on les a formés, évidemment qu'on a intégré le développement durable dans les objectifs bonus des managers, etc. Mais il y a un choix qu'on a fait, nous, chez Bell, il y a 4 ans maintenant, parce que c'était en 2020. C'est qu'on a décidé en fait de créer un seul et même département, qui s'appelle le département Impact, et qui rassemble sous la même tête, si je puis dire, les équipes finance et les équipes développement durable. Alors, je ne vous cache pas que tout début, en 2020, il n'y avait quand même pas beaucoup de groupes qui faisaient ça. Maintenant, il y en a de plus en plus et c'est super. Mais moi-même, j'étais quand même un petit peu étonnée. J'attendais de voir ce que ça allait donner. L'objectif de faire ça, qui à mon avis était une des meilleures décisions qui a été prise par le groupe depuis quelques années, l'objectif de faire ça, c'est de se dire que les équipes finance, elles savent hyper bien manier les chiffres, faire parler les données, être des partenaires du business. Et qu'en fait, on va leur apporter une nouvelle compétence ou une nouvelle corde à leur arc en leur demandant de maîtriser aussi et de faire parler la donnée extra-financière. Donc, ils le faisaient déjà hyper bien avec des euros, puis on leur dit maintenant, tu vas le faire aussi avec du CO2. Et puis un jour, on espère bien que tu vas le faire avec l'eau ou avec la biodiversité, mais aussi avec des indicateurs sociaux, sociétaux. Et en fait, quand on fait ça, ça change complètement la manière de faire. Ça change les discussions qu'on a dans le groupe, parce que notre objectif, c'est que toutes les décisions du groupe Bell soient prises au prisme des indicateurs financiers et extra-financiers. Et ça veut dire que ça passe évidemment par les commerciaux, mais ça passe aussi par les gens qui travaillent au département recherche et innovation, quand ils réfléchissent à des nouvelles innovations. Et je parlais tout à l'heure de l'outil qu'on a développé là, qui nous permet d'avoir accès à l'empreinte carbone au niveau d'un produit, d'une marque, etc. Les gens qui travaillent en R&D,
ils regardent en fait quand ils sont en train de réfléchir à des nouveaux produits. Ils regardent qu'est-ce que ça donne s'ils changent tel ingrédient, s'ils changent tel endroit pour le fabriquer, s'ils changent le packaging de telle façon ou de telle autre. Et soudain, le métier de la recherche et développement, c'est plus le même. Le métier des acheteurs, c'est plus du tout le même non plus. Le métier du marketing, c'est plus le même. Le métier des commerciaux, c'est plus le même. Et nous, notre objectif, je m'arrête là de la longue liste, mais notre objectif en développant ce type d'outils-là et ce type de discussion, c'est de faire en sorte que mon département à moi, il grossisse pas, mais bien que le nombre de personnes qui se posent la question du développement durable et qui intègrent les enjeux extra-financiers dans leur prise de décision, ce ne soient pas les 5 personnes qui sont chez moi, mais bien les 11 000 collaborateurs du groupe Bell. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci déjà pour votre échange, merci beaucoup. Là, c'est une question pour vous trois. En tant que responsable environnement, je voulais savoir si vous avez un certain pouvoir sur le prix final qui est imposé aux consommateurs. Je veux dire par là, là on est tous intéressés, mais il y a beaucoup de gens, c'est juste la classe moyenne ou classe populaire qui n'a pas les moyens d'aller sur du bio, d'aller sur du local. Est-ce que vous, vu que vous êtes responsable environnement, donc je sais que vous êtes concerné, mais je travaille aussi dans une grande entreprise, est-ce que vos partenaires, vos collaborateurs, vos collègues, ils ont un certain pouvoir? Par exemple, chez L'Oréal, un produit éco-conçu sera-t-il moins cher qu'un produit qui est avec du pas recyclé, etc. Chez Bell, est-ce que des produits laitiers français vont être plus mis en avant ou moins chers? Et du coup, chez Casino, vous avez aussi un énorme pouvoir. Et je le sais parce que j'ai aussi travaillé dans la grande consommation, côté distributeur. Donc c'est pour ça que je voulais savoir quel est votre pouvoir sur le prix, puisque soyons rationnels, le consommateur est rationnel et fait des choix par le prix, surtout avec l'inflation. Alors déjà, précaution d'usage, le distributeur est seul maître de ses prix en France. Sinon, nous, la manière dont on travaille, vous avez complètement raison. En fait, l'enjeu planète, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et effectivement, le consommateur attend un incentive. Et c'est comme ça que nous, on travaille nos stratégies prix chez L'Oréal. Je vous parlais des recharges, par exemple. Nous, on a compris que pour passer à l'échelle et augmenter drastiquement le poids des recharges dans le business, qu'on propose dans toutes nos divisions, donc dans les 4 circuits qui proposent de la beauté, pharmacie, sélectif, grande conso et chez les coiffeurs, on a mis nos recharges, on a travaillé nos stratégies prix de manière à ce qu'elles soient entre 15 et moins 20% moins chères au litre. Voilà. C'est comme ça qu'on les travaille. Mais effectivement, si je suis complètement honnête, c'est pas forcément comme ça qu'on les avait lancés il y a 3 ans. Et en fait, on a mis un peu de temps à comprendre qu'effectivement, le consommateur, il a une approche finalement assez rationnelle et qu'il faut l'aider en fait. Parce que c'est des changements de consommation hyper profonds et que il faut accompagner ces bouleversements-là et la recharge en est un. Ça, c'est pour la beauté. J'imagine que chez Bell, il y en a d'autres. Donc, voilà ma réponse. Nous, oui. La réponse est oui. Nous travaillons nos stratégies prix de manière à donner un incentive aux consommateurs pour que, justement, cette transformation durable soit la plus fluide possible. J'y vais ? Ok. Nonobstant les précautions de langage données juste avant, je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi, c'est il y a le prix, mais en fait, il y a quand même la valeur en fait, qu'il y a derrière l'alimentation. Je vais vous donner un exemple. En fait, nous, il y a 7 ans, au sein du groupe Bell, on a décidé de co-construire avec les à peu près 700 éleveurs laitiers qui nous fournissent du lait en France, dans l'Ouest, à côté de nos usines, de travailler ensemble à co-construire un prix le plus juste possible. Donc, on l'a travaillé avec eux pour intégrer leur coût de production, donc qui est un prix de base qui est garanti, et ensuite rajouter des primes pour les aider à transitionner vers des pratiques comme le pâturage ou l'alimentation des vaches sans OGM, les diagnostics carbone à la ferme, etc. En fait, oui, quand on fait ça, on n'est pas sur le prix du marché, on est sur un prix qui va leur permettre en effet d'investir pour l'avenir, qui va leur permettre d'avoir de la visibilité. En fait, c'est un vrai investissement. Notre travail consiste, je pense, notre enjeu consiste à expliquer aux distributeurs que tout ça, ce sont des investissements. C'est un enjeu de pérennité de notre activité, de leur activité, mais plus globalement un enjeu de pérennité du modèle alimentaire. Et donc, du coup, je pense que l'enjeu, c'est quand même de passer par la discussion autour de la valeur de l'alimentation.
Et moi, j'ai 2 enfants. Et souvent, en fait, j'essaie de leur expliquer que dans le fond, quand on s'achète, et quand on voit des publicités à la télé ou en affichage extérieur, et qui est écrit qu'en fait, on peut acheter des steaks hachés à 50 centimes, mais en fait, quand on achète des steaks hachés à 50 centimes, il y a des gens qui ne vivent pas. Derrière le steak haché, il y a des éleveurs, il y a des usines, il y a tout un tas de gens. Et en fait, forcément, on y perd. Donc, je pense qu'il y a un enjeu quand même à parler de la valeur de l'alimentation et de qui sont les gens qui nous nourrissent vraiment, et que ça a un prix quand même, l'alimentation. En tout cas, ça a une vraie valeur et que c'est important. Et donc, tout le travail consiste, en effet, à expliquer aux distributeurs, en effet, que quand un Babybel est composé de 98% de lait, quand le lait, vous le payez plus cher, les Babybel, forcément, oui, il a une valeur qui est un petit peu différente. Mais regardez le succès de C'est qui le patron. Je trouve que c'est intéressant aussi de se reposer là-dessus, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, une démarche incroyable d'avoir co-construit un prix avec les consommateurs qui, derrière, vient expliquer pourquoi est-ce qu'on le paye un peu plus cher. On le paye un peu plus cher parce que derrière, l'éleveur, il va pouvoir prendre des vacances, avoir une personne en plus de son exploitation, passer à du pâturage, etc. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix. Donc là, vous avez compris comment marchait l'économie, puisque quand Bell nous vend un produit plus cher parce qu'il est de meilleure qualité, forcément, il va sortir plus cher en magasin. Et donc nous, on doit expliquer à nos clients pourquoi c'est mieux d'acheter C'est qui le patron qu'un autre produit. Et c'est la puissance de la marque et de la démarche de C'est qui le patron d'avoir été capable d'expliquer ça effectivement à son consommateur. Donc il y a aussi un enjeu de ce côté-là. Après, évidemment, en fait, les acheteurs, sur la question du prix, ils savent très bien que c'est l'alpha et l'oméga. Ça n'a échappé à personne que les premiers critères de choix, et encore plus maintenant qu'il y a 3 ans, c'est le prix pour nos clients. Donc le prix reste effectivement, quel que soit le produit, une clé d'entrée très importante. Le deuxième, il faut le rappeler, c'est la qualité gustative du produit. On ne rachète pas un produit dont on a une expérience qui est très décevante. Donc c'est pas uniquement une histoire de durabilité, il faut aligner le prix, le côté gustatif du produit et les attributs effectivement durables. Et c'est ce que vient de dire après Elodie, c'est comment on arrive, nous, à expliquer à nos clients qu'effectivement, il va payer un peu plus cher parce que ce produit-là, effectivement, il fait travailler davantage les éleveurs, il est fait dans différentes conditions de bien-être animal, etc. Et que ça a un prix. Et ça, je vous renvoie après sur toutes les études qui montrent bien qu'on a collectivement largement baissé le pourcentage de nos dépenses dans l'alimentation pour privilégier d'autres types de dépenses. Donc on fait tous des arbitrages, on est soumis à ça. Donc c'est aussi l'enjeu qu'on a face à nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le nier. C'est clair que quand on discute de vendre des produits plus durables, d'être sur des produits bas carbone, aujourd'hui ça coûte cher de mettre en place ces transitions, et donc on a aussi un enjeu de trouver des nouveaux outils financiers pour accompagner cette transition. Donc ça, je vous renvoie au rapport de France Stratégie sur le coût de la transition, mais c'est un sujet qu'il faut oser aborder, et c'est aussi l'intérêt des enjeux, des réunions qu'on fait dédiées au climat, c'est qu'ils finissent toujours à peu près de la même manière. On commence tous par la stratégie, par les leviers de décarbonation. On arrive très souvent, hormis pour L'Oréal, quoique on doit y arriver aussi sur la problématique des ingrédients et du monde agricole. C'est la réalité, c'est qu'évidemment ça redescend à ce niveau-là. Et donc, quand on veut engager une transition comme le fait Bell, très clairement, il faut faire des investissements. Et la question, c'est qui finance, comment on finance, avec quels outils, avec quels moyens. Et donc, il manque toujours un acteur autour de la table quand on parle de coopération, c'est aussi le secteur financier. Comment on va pouvoir financer cette transition-là, et on va trouver des outils créatifs. Il y a aujourd'hui le label bas carbone qui peut être un outil qui n'est peut-être pas parfait mais qui peut permettre d'accompagner cette transition. Donc il faut aussi qu'on mette des financiers autour de la table pour trouver ces nouveaux modes de financement et d'accompagner cette transition. J'avais vu une question par là, mais j'imagine qu'il n'y en a plus. Ça devait être très clair. J'ai pas l'œil sur la montre. En tout cas, s'il n'y a plus de questions... Ah, il y a une dernière question, si ça vous va. Merci. Vous avez tous souligné le fait que l'engagement avec vos parties prenantes dans la chaîne de valeur. Donc, c'est quelque chose sur lequel la CSRD revient aussi. Donc, au-delà des données carbone, notamment sur le scope 3. Donc, il y aura d'autres données également à collecter sur votre chaîne de valeur, notamment sur tout ce qui est health and safety. Comment vous, vos 3 entreprises, par exemple, vous envisagez d'embarquer vos parties prenantes dans la chaîne de valeur à collaborer dans la fourniture de ces données-là qui seront intéressantes et qui vont vous aider également dans votre publication CSRD à venir?
Non, mais alors, effectivement, ça c'est un des grands apports de la CSRD, c'est qu'il y a une obligation à partir de l'année prochaine et 2026 pour de très nombreuses entreprises de publier leur plan climat. Aujourd'hui, quand on avait fait le diagnostic avec les données d'Open Climat, on a vu qu'un certain nombre de fournisseurs, et pourtant c'était des grands groupes, ne publiaient rien parce qu'il n'y avait pas d'obligation de publier ces données. Donc très clairement, ça c'est un des gros apports de la CSRD pour nous, c'est qu'on va avoir accès d'ici 2 ans à tous les plans carbone de toutes les entreprises qui sont soumises à la réglementation, mais c'est très vaste. Et donc, on va récupérer énormément d'informations. Et ça crée aussi une pression, évidemment, sur les entreprises pour qu'elles disclosent des infos, pour qu'elles les travaillent davantage. Et ça va être une mine d'or. Alors, encore une fois, la data, c'est magnifique, mais il faut encore pouvoir l'exploiter. Et donc, c'est là où, après, on renvoie quand même sur l'idée qu'il faut qu'on soit capable d'avoir des tiers de confiance, qui est le cas d'Open Climat, pour analyser ces données, regarder par rapport aux trajectoires de l'accord de Paris, si on est en ligne, pas en ligne, et simplifier l'accès à cette info. Parce que la donnée, il y en a partout. Encore une fois, nous, on n'a pas le temps de la traiter, on n'a pas les moyens forcément de la traiter, nos équipes achats non plus. Et donc, c'est là où on va s'appuyer sur des partenaires comme Open Climat qui vont être tiers de confiance et qui disent nous, on a analysé la donnée qu'a publiée telle entreprise, c'est la première fois qu'elle a publié, voilà ce que ça donne au regard de la trajectoire 1,5 ou 2 degrés. Ils sont dedans, ils sont en retard, ils sont en avance, etc. Ça, c'est de l'information très synthétique, très précieuse pour nos acheteurs qui, après, peuvent engager une conversation et challenger aussi nos fournisseurs. Et peut-être juste le dernier mot, parce que du coup, je pense que la question était aussi sur le fait que c'était pas que le climat, le sujet, et c'est vrai, et la CSRD, c'est beaucoup plus large que ça. Nous, notamment, en fait, on travaille avec la plateforme EcoVadis, qui permet aussi d'évaluer d'une manière assez holistique les différents sujets de nos fournisseurs. Et donc, du coup, on suit évidemment leur performance, on met en place des plans d'action, et on fait ça régulièrement. C'est un peu plus large que, en effet, juste le climat, mais bon, encore une fois, la CSRD va être une vraie opportunité, en fait, de mesurer aussi où est-ce qu'on en est de nos sujets et des sujets qui sont évidemment très importants avec notre écosystème pour y arriver. On a d'ailleurs des infos sur votre empreinte eau et biodiversité qui commencent un peu à se structurer. On a hâte que ça se généralise auprès de toutes les entreprises pour pouvoir faire le même travail qu'on fait sur la partie carbone. On me fait signe que c'est la fin et qu'il faut arrêter. En tout cas, merci à tous les trois, merci à tous. Si vous voulez poursuivre les échanges, on est juste là, le stand Open Climat. Voilà, merci.